Alors le cours d'aujourd'hui s'intéresse aux réactions d'élimination. Donc ça va encore porter sur des réactifs et des substrats qu'on a vus dans le chapitre précédent concernant les substitutions nucléophiles. On va avoir donc les mêmes réactifs, mais en revanche des réactions radicalement différentes. Donc on garde la nomenclature de carbone en alpha et carbone en bêta. Je vous rappelle rapidement. Donc évidemment, pour faire une élimination, il faut 2 carbones au moins. Alors on va faire ça de façon très sommaire. Un qui porte un H et un autre qui porte le groupe partant. On va le noter Y. Évidemment, ça peut être un halogène ou un sulfonyle. Donc on note alpha, le carbone qui porte le groupe Y, et bêta, le carbone voisin. Alors il peut y en avoir évidemment plusieurs, bêta prime dans le cas où il y en a un autre, voire bêta seconde s'il y en a encore un troisième. Et donc l'élimination va conduire en fait à éliminer donc le H et le Y, et donc à laisser un alcène à la place. Donc là, une fois que ce groupe-là est parti, on va se retrouver avec les 2 carbones et une liaison double, donc, et la disparition du H et du Y. D'accord, donc c'est un peu l'inverse de l'addition électrophile, entre guillemets. Bon, on va regarder des exemples précis, donc, et commenter les questions classiques, à savoir la régio, la stéréosélectivité. Premier exemple, on part d'un dérivé halogéné, dérivé bromé. On a donc le Br qui se situe ici, donc le carbone qui est à son pied, c'est le carbone en alpha, et on a donc 2 carbones bêta, un qui est noté bêta et l'autre qui est noté bêta prime, et donc on observe différents produits d'élimination réalisés avec une base. Alors, pour les éliminations, on parlera de base et non plus de nucléophile, puisque le but, ça ne va pas être de remplacer le bromure, mais d'éliminer donc en allant chercher le proton, et donc ça c'est l'affaire d'une base, et non plus d'un nucléophile. Donc là on prend une base relativement forte, donc la soude dans cet exemple, et on arrache donc soit le H ici, soit le H ici en bêta ou en bêta prime. Et donc on regarde tous les produits possibles, et on constate qu'il y a a priori 4 produits possibles. 4 produits possibles, donc avec une majorité pour ce produit-là. Donc la réaction est bien régiosélective, puisque parmi toutes les positions de double liaison qu'on peut observer, on obtient majoritairement une. Donc la réaction est régiosélective. Elle est également légèrement stéréosélective, puisque quand on a la possibilité entre un Z ou un E, on obtient majoritairement le E, encore une fois, ici ou également ici. Voilà. Donc on a une petite stéréosélectivité, c'est pas non plus la folie, étant donné qu'on discute sur des molécules qui sont des produits là qui sont tous achiro, en tout cas pour les centres formés. La chiralité résiduelle, là, elle était là au départ, elle n'a pas été supprimée. On va regarder un deuxième exemple. Cette fois-ci, on repart du même réactif. On le traite par une base à peine plus forte, la potasse alcoolique. On change de solvant. Et cette fois-ci, on constate qu'on obtient plus le composé E précédent, on n'a plus que le Z. On n'a plus que le Z. Les produits minoritaires sont les mêmes. Et donc bon, c'est assez surprenant qu'on obtienne que le Z et pas le E. Et si on change le diastéréoisomère de départ, d'accord, et de prendre le RS, si on prend le RR, on constate que cette fois-ci on obtient majoritairement le E. Donc la réaction est toujours régiosélective, puisqu'on obtient majoritairement la double liaison dans cette position-là, et non pas à l'extrémité, c'est-à-dire qu'on fait plutôt l'élimination en bêta que l'élimination en bêta prime, c'est-à-dire que le H qui part, c'est celui qui donne l'alcène, a priori le plus substitué. Et donc on a la réaction régiosélective. Elle est également toujours là en revanche bien stéréosélective, puisque là on obtient 0 de E dans le premier exemple, et on obtient 0 de Z dans le second exemple.
Donc ça c'est pour les observations expérimentales. La cinétique est cette fois-ci d'ordre 2, d'accord, contrairement au cas précédent où j'avais oublié de dire, c'était écrit qu'elle était d'ordre 1. Voilà, et donc bon, on a tous ces faits, il va falloir les expliquer. Alors avant de commencer les explications, je vais juste donner une règle, énoncer une règle que j'avais déjà malencontreusement dans les cours précédents invoquée, même si ce n'était pas encore le moment. C'est donc la règle de Zaïtsev. Alors la règle de Zaïtsev, c'est une règle assez générale qui dit que lorsqu'on a une réaction chimique, si le produit est un alcène, on obtient majoritairement l'alcène le plus stable. Et donc se pose ensuite la question de qui est l'alcène le plus stable. Alors l'alcène le plus stable, c'est d'abord, si vous avez plusieurs possibilités d'alcène, d'abord le plus conjugué parmi tous vos choix possibles. Si vous êtes à conjugaison égale ou comparez deux alcènes qui ont le même type de conjugaison, voire aucune conjugaison, à ce moment-là, ça va être le plus substitué qui est le plus stable. Et enfin, s'ils ont tout égal par ailleurs, c'est l'alcène E qui est plus stable que l'alcène Z. Et donc la règle de Zaïtsev dit qu'on obtient majoritairement l'alcène le plus stable lorsque le produit d'une réaction est un alcène. Alors juste pour la notion de substitution, un alcène, donc c'est une doublaison CC. Quand on parle de substitution, c'est les substituants hors hydrogène. Un hydrogène, déjà en topologie on ne le représente pas, et donc sur cet exemple-là, on dira que l'alcène est monosubstitué. Celui-là, on dira qu'il est monosubstitué, il est substitué une fois. Si on rajoute, donc là c'est juste un méthyle, si on rajoute par exemple 2 méthyles, on dira qu'il est disubstitué. D'accord, avec des H ici qui ne comptent pas, on dira qu'il est disubstitué. Si en revanche on rajoute encore un groupe, méthyle, éthyle, n'importe quel groupe alkyle, d'accord, qu'on obtient généralement R, on dira qu'il est trisubstitué. Évidemment, le maximum, c'est tétrasubstitué, avec 4 groupes alkyles différents, donc R, R', R seconde et R tierce. Voilà, donc ça c'est juste pour la définition de substitution. Et donc, si on regarde la règle de Zaïtsev, si on prend donc l'exemple, des petits exemples, si on regarde, ici on nous dit qu'on va faire une élimination, donc on a deux possibilités, où on élimine le H ici, et à ce moment-là, on va obtenir phényl, on va obtenir ce produit-là, ou, alors là j'ai dessiné le E, on aurait aussi pu dessiner le Z, d'accord, celui-ci, ou alors si on avait éliminé ce H là sur ce carbone là, on aurait eu en revanche on aurait eu phényl, voilà, on aurait celui-là. Et donc là la règle de Zaïtsev nous dit qu'on obtient majoritairement l'alcène le plus stable, et donc d'abord le plus conjugué. Et donc entre le vert et les deux rouges, le plus conjugué ce sont les rouges, puisque les rouges ils peuvent conjuguer avec l'aromatique là à côté, d'accord. C'est-à-dire que là on peut dessiner des formules mésomères, puisque on a le phényl qui conjugue avec l'alcène, hein, d'accord. Si on représente ça en détail, on voit bien que là il y a alternance de double simple liaison, alors que dans le vert, du fait de deux liaisons simples qui se suivent là, et on n'a pas de conjugaison. Donc le plus stable, ça va être déjà, en tout cas le moins stable, c'est clairement celui-là, et donc les deux plus stables, ça va être ceux-là, et entre le Z et le E, on a vu que c'était le E qui était le plus stable, donc c'est celui-là qui va être majoritaire. Dans l'exemple numéro 2, donc celui-ci, on a pareil, on a deux H, hein, on en a un ici, en rouge, donc qui donnerait cette alcène-là, ou alors un autre ici, je vais le faire en vert, en bleu, on a celui-là qui donnera en revanche cette alcène-là. Et là, en revanche, on a un alcène qui est trisubstitué contre un alcène monosubstitué, puisque l'alcène en rouge n'a à 3 H et un groupe isopropyl, d'accord. Donc là, le majoritaire, c'est le trisubstitué, puisque là, il n'y a pas de discussion de conjugaison. Et enfin, dans le dernier exemple, on n'a qu'un seul H, qui est ici, qu'un seul H, et en revanche, donc là, la question, c'est juste, est-ce qu'on obtient le Z ou le E? Alors, on a une très forte conjugaison, hein, mais bon, là, la question, c'est juste le Z ou le E, et donc, on vient de voir que c'était le E qui était majoritaire.
Voilà. Donc ça, c'est la règle de ZSF vous indique juste quel est le produit majoritaire lors d'une élimination. Élimination toujours bêta-élimination, c'est-à-dire entre le carbone qui porte l'halogène et un carbone voisin. Donc cette règle est essentielle, on va s'en servir tout au long de ce cours. La question en fait qui va nous intéresser, c'est surtout comment expliquer les deux expériences du début du cours, où on avait une cinétique d'ordre 1 et une cinétique d'ordre 2, on avait une réaction stéréosélective plus qu'une autre, et donc on a deux mécanismes limites, un peu comme SN1 et SN2, qui sont cette fois-ci E1, E2, et on va commencer par la E1. Alors la E1, comme la SN1, elle part sur une réaction cinétiquement déterminante qui est monomoléculaire, qui est juste donc la fuite du groupe partant tout seul, sans intervention de la base. D'accord. Donc ça, c'est la même étape. Cette première étape est identique à celle de la SN1, sauf que dans la suite, ce qui se passe, c'est que justement le H en bêta, puisqu'on a ici le carbone bêta et le carbone alpha. Le alpha, donc c'est celui qui est devenu le carbocation, et donc le carbone en bêta, le H qu'il porte se fait donc attraper par une base en deuxième étape. Donc ça c'est pour le mécanisme. Donc on obtient, alors il y en a aussi, là je ne l'ai pas marqué, mais il y avait aussi un H ici qui aurait pu conduire à ce produit ici, mais qui était moins stable d'après ZSF. Alors pour le profil réactionnel, finalement ça va être un peu le même que pour la SN1, puisque la première étape cinétiquement déterminante est relativement difficile, donc très haute, conduit à un intermédiaire. Donc là on a le Rx, là on a le carbocation, et après on a les produits, les alcènes. Et donc si je note 1 cet alcène là et 2 celui-ci, on a deux alcènes possibles, donc le 2 et le 1, et donc le 1 est plus stable, donc c'est celui qu'on obtiendra majoritairement, qu'on soit sous contrôle cinétique ou sous contrôle thermodynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croisement de courbe. Le 1 est aussi celui qui passe par qui est le plus stable et qui passe par l'état de transition le plus bas. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme E1. Voilà, donc bon, à retenir, hein. Il n'est pas plus difficile qu'un autre. Dans le cas de la E2, il va falloir trouver un moyen d'expliquer qu'on obtient dans le premier exemple uniquement le Z et dans le deuxième exemple uniquement le E. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans la mécanisme de type E1, passage par un carbocation où justement la libre rotation autour de la liaison fait qu'on a autant qu'on a du Z et du E avec une petite préférence au E selon ZSF. Dans le cas de la E2, il va falloir faire sans carbocation, sinon on perd la stéréosélectivité, et donc la E2, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle passe par donc un mécanisme qui est un acte élémentaire, donc comme pour la SN2, avec donc le Rx, un état de transition et l'alcène produit. D'accord. Donc l'alcène produit qui donc est obtenu en positionnant le H et le Cl en anti par rapport, donc on prend le plan de la feuille, on les place dans le plan de la feuille, et ils sont en anti comme ça, périplanaire de part et d'autre de la liaison carbone-carbone. Donc cette conformation anti, on la voit bien en Newman, en pression Newman, et donc elle conduit après simplement à obtenir l'alcène qui est observé, c'est-à-dire celui qui a ici le éthyle et le méthyle du même côté. Et donc cet alcène-là, alors éthyle et méthyle du même côté, cet alcène-là, c'est l'alcène donc Z, puisqu'on a l'éthyle qui est prioritaire ici, le méthyle qui est prioritaire ici, donc les deux groupes prioritaires du même côté. Donc on obtient majoritairement le Z, ce qui, entre guillemets, va contre l'intuition qu'on aurait si on raisonnait uniquement avec ZSF, et donc là qui nous fait dire que dans la E2, il faut d'abord raisonner sur cette conformation entier, donc systématiquement placer le H et le groupe partant en anti. Et donc ça c'est très important. Alors l'explication est compliquée, hein, c'est une explication orbitalaire, les orbitales se positionnent comme ça avec les électrons qui peuvent bien voyager, l'élimination qui se fait bien, bon on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas cette conformation anti,
est assez particulière, et si on la loupe, on comprend rien à la E2, on comprend rien à ce qui se passe, et donc ça, c'est vraiment le piège de la E2. Ce piège, donc, il est rappelé ici. Dans le cas de la E2, il faut privilégier la conformation anti, par rapport à la conformation, par rapport à la règle de Zaitsev. D'accord. Donc pour ça, il faut forcément positionner le H et le groupe partant en entier. Alors, sur les exemples des cycles, c'est très flagrant. Donc si on regarde, si on prend un cyclohexane substitué, donc sur l'exemple ici, vous avez moyen de dessiner une chaise comme ceci, avec donc le BR vers le haut et donc le méthyle vers le bas. Et donc si on fait ça, on cherche les H qui sont en entier, et là on se rend compte que H en entier, il n'y en a qu'un, puisque sur cette position-là, l'autre H, l'autre hydrogène, il est ici, il n'est pas en entier. D'accord. Entier, c'est vraiment comme ça, il faut qu'il soit de part et d'autre. Donc sur une chaise, forcément, il faut que le groupe partant soit en axial, et on cherche derrière tous les H en bêta, éventuellement ici en axial. Donc si jamais il y a un autre groupe que le H, on perd un H. Donc ici, dans le premier exemple du composé trans, où le BR et le méthyle sont en entier, et justement on a un H en moins en entier. Donc le seul H qui reste en entier, c'est celui-là. Et donc quand on fait l'élimination, elle va se faire ici seulement, et donc on va obtenir comme produit, c'est celui qui est écrit, donc la doublison là, et le méthyle donc ici. Et donc si on regarde, c'est ce produit là, d'accord, c'est ce produit là, et il est unique puisqu'il n'y a qu'un seul H en entier. Alors que sur l'autre exemple, juste à côté, sur l'autre exemple, on a cette fois-ci le composé 6, donc ça veut dire que le BR est du même côté, alors je vais le faire vers le bas, alors on va le mettre vers le bas, donc je vais le mettre ici. Le BR est du même côté que le méthyle, donc les deux vers le bas, et donc ça nous laisse deux H en entier, un ici et un ici, et donc deux possibilités d'éliminer. Soit on élimine le H, donc alpha bêta, alors celui-là je vais l'appeler bêta, donc c'est celui qui va donner cet alcène là, soit on élimine, donc celui-là c'est CF le bêta, et celui-là, ce H là, le H donc du carbone en bêta prime, sur la note bêta prime, celui-là, on aura donc l'alcène qui se forme entre le méthyle et l'ancien BR. Et donc là en revanche on a deux alcènes, on a d'abord commencé par regarder ce qui était en entier, et là on a obtenu deux alcènes. Donc là on a le droit maintenant de chercher avec Zaitsev quel sera majoritaire. Et donc le majoritaire c'est celui qui est le plus stable. Comme ici il n'y a pas de conjugaison, on compte simplement les substituants. Celui issu du bêta, il a deux substituants, 1, 2, alors que celui-là, 1, 2 et 3. Donc celui-là est plus stable, donc majoritaire. Alors que dans le premier exemple, l'exemple ici, du trans, là on a d'abord commencé par chercher les H en entier avec un seul, donc on a obtenu qu'un seul produit. D'accord, qui est a priori pas celui qui est le même que dans l'exemple d'à côté, et donc ça on peut pas deviner à l'avance lequel on va obtenir. Il faut bien regarder les H en entier et pas se précipiter. On va pas commencer à faire de la E2 sans faire de stéréochimie. Il faut forcément faire des petits dessins en 3D pour comprendre où est le H en entier des autres. Voilà, donc là, c'est réexpliqué, c'est exactement ce que je viens de dire. Je vous laisse le relire et essayer de comprendre ça à tête reposée. Comme pour la SN, on peut se demander comment choisir entre une SN1 et une SN2. Ici, comment choisir entre une E1 et une E2. Alors évidemment, si l'énoncé vous parle d'une cinétique d'ordre 1, évidemment, vous avez a priori affaire à une E1. Ça pourrait éventuellement être une E2 où il y a des naissances de l'ordre. Mais bon, en tout cas, si c'est une vitesse d'ordre 2, c'est sûr c'est une E2. Influence de la classe du substrat, alors là c'est un peu compliqué. On pourrait se dire qu'un substrat primaire va favoriser une E2, puisque c'est moins encombré, y a pas, mais en fait le problème c'est qu'en fait c'est pas le carbone, on va pas à la base va pas attaquer le carbone alpha, elle va attaquer un H en bêta, et donc la vraie question c'est l'encombrement du H et non pas l'encombrement du carbone. Donc certes les composés primaires a priori donnent plutôt des E2, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que si le carbocation qu'on obtient
est très stable, donc pour un composé tertiaire, un halogénoalcane tertiaire, ou éventuellement qui donne un carbocation conjugué, là on aura a priori plutôt des E1, ça c'est sûr. Voilà. Pour l'influence de la base, donc là on parle d'influence de la base, non plus de nucléophile, puisque là c'est toujours pareil, le but dans une élimination c'est de chercher le proton. Et bien, l'influence de la base, dans la E1, elle n'intervient pas, la base, dans la cinétique, elle n'intervient pas dans les taxes cinétiquement déterminantes, donc on peut prendre, on n'est pas obligé de prendre une base hyper efficace. En revanche, si on constate que la vitesse augmente quand on concentre la base, quand on change de base, ben c'est vraisemblablement une 2, puisqu'à ce moment-là, là, ça dépend vraiment de la base. Pour le groupe nucléofuge, ben c'est toujours pareil, hein, la liaison CI étant plus polarisable que la liaison CBr et la liaison CCl, elle va favoriser, donc, enfin, elle favorisera plus facilement la réaction que dans le cas de la CI que dans le cas de la CCl. Voilà, donc ça c'est pour les facteurs qui influencent la E1 ou la E2. Voilà. Dans le cas qu'on peut aussi se poser, comment choisir entre une SN et une élimination. Alors, déjà, avant de commencer, on compare toujours SN2 VS versus E2 ou SN1 versus E1, et non pas, oui, est-ce que c'est une SN2 ou plutôt une E1? Non, on compare toujours la même molécularité. Donc, alors, la chose essentielle, c'est finalement, si l'énoncé vous dit qu'on chauffe, l'idée c'est qu'on veut éliminer, hein, d'accord? Ça c'est comme quand on va au sauna, et donc généralement c'est un indice pour dire que c'est plutôt un mécanisme d'élimination qu'on va suivre. Bon, évidemment on ne fait pas non plus des scènes à moins 70 degrés, hein, mais voilà, on va quand même retenir un peu cette idée-là, que si on chauffe, généralement, c'est qu'on favorise les éliminations. L'autre chose, c'est qu'évidemment, la question qui se pose, c'est le réactif. Le réactif qu'on ajoute à notre substrat, donc dérivé halogéné, ce réactif, par exemple la soude, est-ce que c'est plutôt un nucléophile, est-ce que c'est plutôt une base? Dans le cas de la soude, c'est un peu difficile, parce que c'est les deux. Donc là, choisir est-ce que ça va faire plutôt une SN, plutôt une élimination, c'est pas facile de répondre. En revanche, il y a des fois où c'est beaucoup plus simple, puisqu'on peut voir directement à la polarisabilité que ça va plutôt être un bon nucléophile et donc favoriser une SN. En revanche, si vous avez un nucléophile très très encombré, ça va pas être terrible, donc ça risque d'être plutôt l'aspect basique qui va intervenir, à ce moment-là plutôt une élimination. Alors petit exemple, hein, parmi les couples suivants, précisez le composé le plus nucléophile. Alors évidemment, HO- ou H2O, dans les deux cas, c'est l'oxygène qui est nucléophile. Dans un cas, on a une molécule chargée et une autre non chargée. Donc c'est évidemment HO- qui est plus nucléophile que H2O. D'accord. Ensuite, dans le cas de l'éthanolate, là, dans l'exemple 2, vous avez le choix entre ce composé-là et ce composé-là. Alors, là, évidemment, le plus nucléophile, c'est celui-ci, parce que celui-là, il est moins encombré, donc il va plus facilement pouvoir aller taquiner le carbone. Celui-là est très très encombré, donc ça, si on oppose un dérivé halogéné à ce réactif-là, on va plutôt favoriser des éliminations. Ça va être compliqué de faire des substitutions nucléophiles, parce qu'il aura du mal à prendre la place de quelqu'un d'autre. On a la même discussion avec LDA, donc isopropyl amidure de lithium, hein. Cette base là, comme je viens de le dire, c'est une base et quasiment pas un nucléophile, alors que NH2-, là en revanche on a une molécule plutôt petite, ça sera plutôt un nucléophile. Donc si on sait est-ce qu'on a affaire à un nucléophile ou plutôt une base, on peut évidemment savoir qu'on va faire une substitution nucléophile ou une élimination. Donc ça c'est très important. Je rappelle, hein, quand vous avez un contrion, Li+, Na+, K+, vous l'enlevez directement et vous regardez de qui on parle en termes ioniques. Alors l'autre exemple 4, NaOH et KOH, donc la soude ou la potasse. Alors là en fait, le réactif c'est OH-. OH-, qu'est-ce qui fait que ça change s'il est collé à un Na+, ou collé à un K+. Alors collé à un K+, le K+, c'est plus gros que le Na+, il est plus gros, donc il est plus volumineux, plus polarisable, et donc finalement, la densité électronique étant moins importante, il est moins bien lié au OH-, à l'anion, et donc on parle de paire d'ions lâche au sens de, il n'est pas bien tenu, quoi. Et donc, si il est
moins bien tenu au H-, le H- est plus libre, et donc il va être plus nucléophile, va pouvoir plus facilement aller attaquer. Voilà. Il est aussi plus basique. Hein. Alors le doublé, pour le dernier exemple, on a deux molécules, donc on a une molécule qui est donc celle-ci, et une autre qui est celle-ci, et donc laquelle est la plus nucléophile. Alors si on regarde celle-ci, évidemment ce qu'on fait c'est qu'on enlève le Li+, et celle-ci on enlève le Li+ aussi. Et donc là on se rend compte qu'on a, dans ce cas-là, on a une base, enfin, ou un nucléophile conjugué, ce qui veut dire que le doublé non liant est moins disponible puisqu'il se balade sur la conjugaison, et donc il va être moins nucléophile que le doublé localisé qui ne peut pas se conjuguer. Voilà. Donc ça c'est des petites discussions classiques sur voilà, l'aspect nucléophile ou basique d'un composé.